Et donc nous sommes là ce soir pour déjà faire un petit bilan de cette année 2024. Et quelle année, mes amis, mes camarades, une année qui a été mouvementée, on va dire. Et je voudrais prendre un petit peu de temps justement pour revenir et puis regarder un petit peu ce que nous avons vécu collectivement. Commençons d'abord par le positif, c'est quand même plus sympa, puisque aujourd'hui, c'est une date un peu particulière. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi Veil. La loi donc, qui permet aujourd'hui aux femmes de bénéficier de l'interruption volontaire de grossesse. C'est une loi pour laquelle il a fallu se battre, pour laquelle il y a eu des mortes, bien plus que l'on l'imagine, et pour lequel certaines ont été emprisonnées pour l'avoir exercée, alors que justement, la loi ne leur permettait pas. En inscrivant cette loi, ce droit dans notre droit, elles nous ont montré le chemin. Et cette année, je pense que nous pouvons être fiers parce que pour ce 50e anniversaire et à l'initiative de Mathilde Panot et de la France Insoumise, nous avons pu l'inscrire. C'est une liberté garantie. Bon, c'est pas aussi beau qu'un droit, mais une liberté garantie dans la Constitution, c'est déjà pas mal. Et ça signifie qu'aujourd'hui, en France, et tant que notre Constitution ne changera pas, nul ne pourra être emprisonné ou réprimandé, puni d'une manière ou d'une autre, pour avoir eu recours à l'interruption volontaire de grossesse, pour avoir voulu garder le choix de son corps, de ce qu'on fait de son corps. Et ça, je pense que nous avons le droit d'en être fiers parce que nous sommes le premier pays au monde à l'avoir fait. Et vu comment ce droit est attaqué à peu près partout dans le monde, et pas que dans les pays les plus rétrogrades, bien au contraire. Je pense que nous avons le droit de nous enorgueillir et d'être fiers, et même de se saluer d'avoir réussi ce petit tour de force. Oui. Et puisque cette semaine marque aussi un tournant dans la situation en Palestine, avec un espoir autour enfin d'un cessez-le-feu à Gaza, comment ne pas... alors c'est compliqué de ne pas regarder l'année qui vient de se passer avec amertume de ce point de vue-là, mais on peut malgré tout garder un espoir parce que justement, enfin, le mot cessez-le-feu n'est plus un gros mot, parce que enfin, il a été entendu et prononcé par ceux qui ont le pouvoir de décider. Et donc là, je pense que nous avons le droit non seulement d'espérer, mais de commencer à regarder vers l'avenir aussi pour les Gazaouis, pour les Palestiniens et les Palestiniennes, et peut-être, du moins je l'espère, je le souhaite, pour qu'une solution soit politiquement trouvée, puisqu'il s'agit pas du tout d'une question religieuse, soyons très honnêtes les uns envers les autres. Ce n'est pas du tout une question religieuse, c'est une question politique, une question de dirigeants politiques, de choix politiques qui ont été faits. Et aujourd'hui, il n'y a que par la politique que nous trouverons une solution pacifique et qui puisse effectivement permettre de réconcilier les peuples et de leur permettre de vivre ensemble. Donc c'est par cette solution que nous espérons, et nous espérons effectivement une solution à 2 États s'il le faut. D'autres militent pour une solution à un État unique avec tout le monde dedans. Je ne sais pas quelle sera la solution choisie. En tout cas, j'espère qu'elle sera démocratique, et je le leur souhaite, et que nous puissions trouver un chemin vers la paix pour tout le monde, et que ce chemin puisse se répercuter partout dans le monde, parce que nous avons vu partout dans le monde que cette question du conflit entre Israël et Palestine, la question de l'apartheid, de la colonisation, elle nous a clivés partout dans le monde. Elle a séparé les gens, et l'appui médiatique de ces questions fait que nous ne nous sentons pas toujours libres de pouvoir en parler les uns avec les autres. Et c'est bien dommage. Donc restons vigilants, parce que cette situation, elle est fragile. Pour le moment, c'est un cessez-le-feu qui a été prononcé, qui n'a pas encore été acté, qui n'a pas encore été négocié, on va dire.
Et donc, souhaitons de tout notre cœur, envoyons toutes nos meilleures ondes pour que une vraie solution pacifique puisse être trouvée et le plus rapidement possible, et pour qu'enfin nous puissions apporter l'aide humanitaire dont il y a besoin aujourd'hui en Palestine et en urgence. Évidemment, comment parler de 2024 sans parler des élections ? Alors déjà, on a eu les élections européennes, qui a permis une belle avancée. Alors là, je vais parler un peu de ma paroisse, hein, vous allez m'entendre, puisque la liste d'union menée par Manon Aubry a été menée avec brio, a fait une poussée avec plus d'1 million de voix supplémentaires par rapport aux dernières élections européennes. Donc pour nous, à la France Insoumise, évidemment, c'était une belle victoire. Et c'est une victoire qui a été arrachée notamment par les militants et les militantes de terrain qui sont allés porte après porte chercher et convaincre les gens que ces élections, même les élections européennes, sont importantes et que même aux élections européennes, il faut se déplacer, aller aux urnes. Et donc ce travail militant, il a porté ses fruits. Donc je vous félicite, militantes et militants, d'être allés chercher toutes ces voix et d'avoir su convaincre les gens de retourner aux urnes. Et ce travail s'est poursuivi, évidemment, puisque immédiatement après les élections européennes, nous avons vécu collectivement une dissolution qui fait que mes collègues et moi-même nous sommes retrouvés au chômage un dimanche soir, ainsi que du coup mes salariés, petite pensée à eux et elles, et ça met le travail de terrain justement, d'être allé chercher les gens, de les avoir convaincus de l'importance de faire entendre leur voix dans les urnes, eh bien il a pu aussi porter ses fruits pendant ces élections législatives. Et j'ai bien vu, et tout le monde a pu remarquer que ce travail-là, il ne s'est pas arrêté avec les élections européennes. Vous êtes allés chercher encore et encore les voix, porte après porte, meeting après meeting, marché après marché, tractage après tractage. Donc félicitations, parce que c'est aussi grâce à vous si nous en sommes encore là aujourd'hui, si moi j'ai retrouvé mon boulot. Bravo. Et donc, après cette dissolution, ça a été là, et là, je suis désolée, j'en ai fini avec les bonnes nouvelles, puisque ça a été une débandade de mauvaises nouvelles, on va dire, ou plutôt une débandade électorale pour le camp de Macron, puisque que ce soit pour les élections européennes ou pour les élections législatives, la Macronie n'a clairement pas remporté l'adhésion. La population française a exprimé son souhait de ne pas renouveler sa confiance à Emmanuel Macron et à ses représentants. Et malgré ça, ça ne l'a pas dérangé pour choisir un Premier ministre issu d'un des partis les moins bien représentés à l'Assemblée nationale, dans un premier temps, avec M. Barnier, qui a évidemment présenté un budget qui lui ressemblait, un budget de droite, austéritaire, qui demandait à tout le monde de faire des économies, qui réduisait le nombre de fonctionnaires, 4000 enseignants en moins, alors qu'aujourd'hui on a justement besoin cruellement de ces enseignants pour accompagner et éduquer nos enfants. Encore de l'argent en moins pour l'hôpital, encore de l'argent en moins pour la justice, et j'en passe malheureusement. Évidemment, personne pour remettre en question la retraite à 64 ans, telle que l'ensemble de la population l'avait demandé, puisque nous avions 80% des actifs qui s'opposaient à cette retraite à 64 ans, plus de 60% de la population générale qui s'y opposait aussi, et malgré tout, eh bien, en fait, il n'a fait qu'à sa tête. Évidemment, ils ont récolté ce qu'ils ont semé, à savoir la censure du gouvernement. Mais ça ne l'a pas empêché de réitérer, en fait. Alors, je crois que c'est Einstein qui disait, mais je ne suis pas sûre de ma citation, mais je crois qu'Einstein disait que reproduire les mêmes choses en espérant une conséquence différente, c'était la définition de la folie.
Alors, je sais pas s'il était le premier à l'avoir défini comme ça, mais en tout cas, je pense que ça définit bien ce qui se passe, puisque après Michel Barnier, nous avons donc écopé de M. Bayrou, qui était encore moins représentatif des élections législatives qui viennent d'avoir lieu, et qu'il recommence exactement la même chose en reprenant le budget de M. Barnier. Et en nous proposant ce mardi, dans son discours de politique générale, des annonces qui sont, en fait, je reprends le budget, tout pareil, mais il faut quand même faire 15 milliards d'économies supplémentaires. Donc, en fait, on va distribuer encore moins, on va encore faire des économies là où on ne les avait pas annoncées dans le budget précédent. Donc, évidemment, on resupprime les 4000 postes de profs qu'avait prévu M. Barnier, etc. Et puis, on va encore imposer plus d'austérité, plus de suppression de services publics et, évidemment, moins d'embauches pour ces services publics. Concrètement, je pense que les mêmes causes devraient entraîner les mêmes effets, mais finalement, peut-être pas tant que ça, du moins peut-être pas immédiatement, puisque hier, nous avons eu l'occasion de voter la censure et que malheureusement, une partie du nouveau Front populaire, qui est donc l'union des gauches qui s'est engagée dans cette bataille contre la Macronie et pour améliorer la vie des gens, une partie s'est désolidarisée, notamment dans le PS. Malgré tout, il faut le souligner, il y a 4 députés du Parti socialiste, non, pas 8 députés, députés du Parti socialiste qui ont eu le courage, et il faut le dire, de voter cette censure. Et donc je pense que nous pouvons les saluer et nous pouvons espérer qu'ils sachent porter cette parole au sein de leur groupe pour pouvoir faire en sorte qu'à la prochaine occasion, ça puisse être effectif. Voilà. 2024, c'est aussi et surtout, pour nous, en tout cas, les luttes locales contre le choc des savoirs. Ça a été énormément de très belles occasions, des concerts, des manifestations, des casserolades, des goûters à la fin des cours et bien d'autres occasions de se lancer dans la lutte avec les parents d'élèves, avec les enseignants, avec les jeunes aussi, qui eux non plus ne voulaient pas de cette réforme des chocs des savoirs. Élodie l'a évoqué tout à l'heure, la Loire-Atlantique était vraiment fer de lance de cette lutte contre le choc des savoirs qui a pour but en fait de scinder nos enfants, de faire des groupes de niveau, apporter un maximum à ceux qui sont dans la facilité, ou du moins qui ont des facilités plus exactement, et puis finalement malheureusement apporter moins à ceux qui auraient besoin de bien plus parce que de toute façon ils sont à la traîne, et puis on le sait, ceux qui sont à la traîne sont ceux souvent qui ne peuvent pas trouver de soutien à la maison, qui ne peuvent pas forcément trouver de soutien dans leur milieu social et familial, et qui du coup n'en trouveraient pas non plus à l'école. C'est pas du tout notre idée de ce que devrait être en tout cas l'école de la République. Notre idée, c'est qu'au contraire, quel que soit notre bagage, quelles que soient nos facilités, quel que soit notre environnement social et familial, que nous ayons tous et toutes les mêmes chances et que nous ayons tous et toutes des réponses à nos besoins pour obtenir la chance d'avoir à la fois une éducation, mais aussi les diplômes que nous souhaitons, et pas ceux qui nous seraient imposés par un logiciel comme celui de Parcoursup ou comment ça s'appelle pour les plus vieux, Mon Master, qui est ni plus ni moins Parcoursup, mais pour ceux qui sont déjà arrivés un peu plus loin, et qui fait du tri en fait dans nos jeunes en fonction de critères qu'on ne connaît pas, puisque les logiciels ne sont pas transparents sur les algorithmes qu'ils utilisent. C'est très réjouissant. Cette année, ça a été aussi une année de lutte dans le milieu de la culture et dans les milieux associatifs qui ont été tranchés dans le vif, notamment par la région et la présidente de région, Christelle Morancet, qui a supprimé 100 millions de subventions
Alors on lui demandait d'en faire 30. L'excès de zèle, d'en faire 70 de plus. Bon, je vous laisse imaginer le pourquoi du comment. On pourrait faire 70 millions d'économies comme ça, alors que personne ne vous le demande, à part par idéologie ou par intérêt personnel. C'est sûr que quand il y a une place dans un gouvernement à prendre, ça peut être tentant de vouloir montrer qu'on est la meilleure élève. Pour autant, si c'est en marchant et surtout en marchant sur les autres, en marchant sur les gens, en marchant sur les associations, sur les cultureux, comme on dit dans le milieu de la culture, tous ceux qui nous permettent de dire et de voir le monde autrement, c'est malheureusement par ça qu'elle a décidé d'avancer. Et dans les associations, notamment, petite pensée pour le planning familial, qui a été justement une des associations qui s'est vue couper l'intégralité de ces subventions. Il y a les luttes syndicales, les luttes pour l'emploi, avec General Electric, avec la centrale de Cordemais, qui luttent collectivement pour sauver leurs emplois hautement qualifiés, la filière énergétique dans le département. Mais on a quand même des luttes qui ont donné des victoires cette année. Et donc là, ce soir, c'est l'occasion de les célébrer, puisque nous vous avons parlé déjà l'année dernière, l'année d'avant, de cette station Total à Vigneux-de-Bretagne qui devait être implantée sur une zone humide et détruire au passage de la terre agricole. Et je ne vous fais pas de photos sur l'importance aujourd'hui de nos zones humides quand on vit l'année la plus chaude que la planète ait connue. Eh bien, nous avons gagné. La station Total ne sera pas implantée à Vigneux-de-Bretagne grâce au travail, à la lutte acharnée des citoyens et des citoyennes qui ont relevé cette lutte. Merci à elles et eux, parce que ça a été 2 ans de dure lutte avec à la fois des élus locaux, départementaux, régionaux, moi-même. Et finalement, on a réussi à faire en sorte que ce projet n'ait pas lieu. Et en réalité, on a trouvé un compromis, puisqu'on en est capable. Nous avons trouvé un compromis, à savoir d'installer les infrastructures nécessaires pour cette station sur des zones déjà artificialisées, ce qui permettra aussi de permettre le développement économique de la région. Enfin, il y a les copains du 34-36 rue Romain-Rolland. Je dis les copains parce qu'en fait, on est voisins de ma permanence, je les vois, qui luttent pour que leur logement ne soit pas détruit, alors qu'on a aujourd'hui 38 000 demandes en attente sur Nantes et son agglomération, 38 000 demandes de logements sociaux en attente. Ces 38 000 demandes, il y a une petite partie qui aurait pu être pourvu par cet immeuble qui est au 34-36 rue Romain-Rolland. Mais non, en fait, parce que dans le secteur, on est en train d'essayer de faire un beau quartier, très beau quartier, avec des zones toutes boisées pour pouvoir faire une ville à hauteur d'enfant. C'est très intéressant, mais on n'est peut-être pas obligé de complètement détruire tout ce qui existe, surtout quand on a des logements en bon état, qui ont été entretenus et qui permettraient d'accueillir des familles aujourd'hui. Donc là, on a encore effectivement quelques luttes. On a des luttes perdues aussi, mais c'est pas grave parce qu'on est tous ensemble et que ça nous forme, tous et toutes, à lutter ensemble, à nous connaître. Ça nous forme à la fois sur la technicité, parce que c'est toujours très technique, nos luttes. On découvre comment fonctionne le rectorat, le DAZEN, on découvre comment fonctionne tel ou tel ministère, comment fonctionne l'aspect juridique, quand il faut trouver un bailleur et quand on veut écrire un bail ensemble. Tout ça, on l'apprend ensemble et on grandit et on en devient militant sans même s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, je vais peut-être raccourcir un peu, parce que là, vous commencez tous à vous endormir. Je vais même carrément raccourcir. Je ne vais pas vous parler de tous ceux qui viennent d'arriver, là, Dati, Valo, Valls, Darmanin, Borne, tout ça. Enfin, c'est bon. Ceux-là, on les connaît, ils ont déjà fait. Allez, c'est bon, on passe. Hop là.
On ne va pas non plus parler des crises parce que finalement, on les vit tous, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales. Mais il y a quand même une crise dont je voudrais vous parler parce qu'elle va être extrêmement importante et elle va nécessiter que tout le monde soit mobilisé. C'est la crise de l'emploi. On a vécu là cette année le détricotage du RSA, des aides liées au chômage. Tout ça a été drastiquement, vraiment réduit. Donc les aides sociales pour les gens qui n'ont pas d'emploi ou qui ont perdu leur emploi viennent d'être vraiment, vraiment attaquées. Et ce qui arrive là maintenant va être dramatique. Parce que ce qui est en train d'arriver, on l'a vu déjà à Cholet, là, par exemple, avec Michelin, où je les ai rejoints, les collègues, mais aussi à Cordemais, à Saint-Herblain avec General Electric. Ce sont des hommes et des femmes qui vont perdre massivement leur emploi. On estime, là, pour 2025, qu'on va perdre 150 000 emplois. Et ces 150 000 emplois, ce sont 150 000 personnes et 150 000 familles qui vont subir non seulement la perte de leur emploi, qui n'ont rien demandé, mais aussi qui vont perdre leurs aides sociales parce qu'on vient de réduire drastiquement tout ce qui pouvait leur permettre de garder la tête hors de l'eau pendant cette période difficile. Alors là, justement, je vous invite tous et toutes, quand vous voyez que près de chez vous, il y a une entreprise qui menace de fermer, de licencier, pour délocaliser, pour ceci, pour cela, allez aider les salariés qui vont faire leur piquet de grève, allez déposer juste une baguette de pain, un paquet de café, n'importe quoi, aider pour la caisse de grève. Venez juste apporter votre soutien, votre solidarité, parce que c'est aussi parce que vous pourrez les aider à l'instant T qu'ils vont pouvoir mener des luttes, et parce qu'il y a des luttes comme ça qu'on arrive à gagner, où on arrive à sauver des emplois, où on arrive à maintenir des bonnes conditions de travail. Et on l'a vu récemment, j'ai un trou, à Rezé ? À Bougnay. On a vu à Bougnay un sous-traitant d'Airbus où justement les salariés se sont mobilisés pendant des semaines, et parce qu'ils ont été aidés, parce qu'on a pu alimenter la caisse de grève, parce qu'il y a eu une véritable solidarité, alors les salariés ont gagné, ont obtenu gain de cause, ont pu obtenir des embauches, ont pu obtenir d'être correctement rémunérés, que leurs conditions de travail soient améliorées. Donc des luttes, on peut en gagner si on est solidaires les uns avec les autres. Et parce que cette crise de l'emploi, elle va être massive, et que malgré ce que pourra dire Macron, que pour trouver un travail, il faut juste traverser la rue, on sait ce qu'on en pense. En tout cas, c'est son projet, c'est sûr, qu'on accepte n'importe quel emploi au final, quelles que soient les conditions, quelles que soient les rémunérations. Mais la seule chose qu'il trouvera en traversant la rue, c'est nous, c'est la France insoumise, ce sont les insoumis, ce sont les militants et les militantes, ce sont les syndicats, les syndicalistes, ce sont les parents qui se mobilisent, ce sont les collectifs, ce sont les bénévoles de toutes les associations qui se mobilisent et qui font preuve au quotidien de solidarité les uns avec les autres. Alors mes vœux pour 2025, ils sont simples. Faisons grandir notre stratégie, à savoir l'union populaire, diffusons ce message d'espoir, de solidarité, celui de la gauche, d'un mouvement ouvrier, d'un mouvement qui commence dès maintenant, enfin qui existe déjà depuis bien longtemps, mais qu'on peut dès maintenant continuer à enrichir et à nourrir. On n'a pas le temps de niaiser, comme diraient les Québécois. On est en campagne permanente, parce qu'on sait que de toute façon, il n'y a qu'en travaillant quotidiennement à la solidarité entre chacun et chacune, en convainquant les uns et les autres qu'il ne faut pas se détourner des questions politiques, parce que nos vies sont politiques, quelles qu'elles soient. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à changer la vie des gens. Alors je vous donne rendez-vous le 29 janvier déjà pour ce qui a été annoncé, puisque donc, il y a des rencontres nationales des quartiers populaires mi-février à Toulouse. Et nous allons, ici, localement, commencer le travail un petit peu en amont, donc le 29 janvier en l'occurrence, avec sur notre chaîne Twitch Faire Mieux. Nous allons faire c'est un média collaboratif, et nous allons faire
une autre version locale des rencontres nationales des quartiers populaires, où nous allons pouvoir accueillir la parole des habitantes et des habitants de nos quartiers populaires pour pouvoir les transmettre ensuite à Toulouse lors de cette rencontre nationale. Donc n'hésitez pas sur la chaîne Twitch Faire Mieux le 29 janvier à nous suivre. Évidemment, vous aurez le replay après, profitez-en. Et surtout, le 4 février, pour la deuxième année consécutive, pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage au mémorial de Nantes, où nous allons essayer d'institutionnaliser finalement ce rendez-vous, qui n'est pas encore une date nationale, mais que, à force de la célébrer, peut-être qu'elle deviendra même peut-être un jour férié, ce serait bien. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais vous informer que si vous le souhaitez, il y a une table là-bas. Si vous avez envie de rentrer d'une manière ou d'une autre dans le mouvement de la solidarité, dans le mouvement de l'éducation populaire, vous pouvez trouver tout un tas de renseignements sur la table là-bas ou vous inscrire pour nous rejoindre. Et puis sur l'autre table au fond, la partie festive de la soirée, avec de quoi boire, de quoi manger et de quoi s'amuser. Pour ma part, si vous avez envie de discuter, et je sais qu'il y en a quelques-uns, vous retrouverez dehors pour pouvoir rester sans masque. Sinon, à l'intérieur, ce sera masqué. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2025. Je vous souhaite qu'elle soit porteuse à la fois de solidarité, de bienveillance et de sérénité, et que vos luttes et vos combats soient victorieux.